c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, aujourd'hui je suis assez content, on part en balade et j'ai une chouette promenade à te proposer. C'est de la descente, une belle plongée vers les origines premières de Bitcoin. On va aller chercher loin, très loin dans l'histoire de la civilisation et toucher ces instants ineffables où l'esprit de l'homme, s'approchant graduellement du tout et du néant, finit par découvrir au centre et aux confins de son esprit la notion même du vide, de l'infini, le concept de vacuité et son symbole, le chiffre 0, l'idée du rien qui va tout changer. Le chiffre 0 et Bitcoin, voici le titre de cet essai fort intéressant de Robert Breedlove, synthèse d'un vrai travail de recherche mêlant histoire des sciences, philosophie et spiritualité qu'il publie en 2020. Il s'agit là d'un texte assez conséquent qui fera donc l'objet de 3 épisodes. Il y a beaucoup d'informations, nouvelles notions pour beaucoup d'entre nous. Comme toujours avec Bitcoin, c'est assez interdisciplinaire. Donc ça nous demande d'être attentifs et puis de créer de nouvelles connexions. On se donne le temps pour bien intégrer tous ces parallèles pertinents que Breedlove dresse entre, d'une part, l'irruption du chiffre 0 dans la conscience collective humaine, son impact au fil des siècles, puis d'autre part, l'émergence de Bitcoin fulgurante, imparable, que nous suivons du premier rang. Il s'agit, dans les 2 cas, de changements de paradigmes monumentaux et donc, il faut pouvoir laisser décanter tout cela tranquillement dans notre cerveau. 2 mots rapidement sur Robert avant de passer le seuil de la machine à remonter le temps. Robert Breedlove, c'est l'animateur du podcast The What is Money Show, où il aborde principalement les aspects philosophiques et sociétaux de la révolution Bitcoin. On a fait rapidement connaissance avec lui d'ailleurs dans l'épisode 15, cette lecture du synopsis de la série Sailor. Alors Robert, lui, se définit comme un freedom maximaliste et Bitcoin entrepreneur. Il est titulaire d'une licence en comptabilité et finance et puis d'un master en comptabilité. Et il explique avoir été particulièrement inspiré par l'économie autrichienne et les enseignements du psychologue Jordan B. Peterson. 2 influences clés qui l'ont aidé à réconcilier sa vision initialement purement objective de la réalité avec les dimensions plus subjectives de notre expérience humaine, les valeurs, la moralité, le sens que l'on donne aux choses, aux événements. Pour Breedlove, Bitcoin est avant tout un mouvement humanitaire qui dénonce la plus grande escroquerie de tous les temps, la banque centrale. Allez, on y va, deep dive. Le chiffre 0 et Bitcoin. Un texte de Robert Breedlove publié sur Medium le 29 mars 2020. Première partie. Satoshi a offert Bitcoin au monde, un véritable don gratuit. Sa découverte de la rareté absolue de la monnaie est une idée imparable qui bouleverse le monde, à l'instar de son ancêtre numérique, le chiffre 0, à son époque. 0 est spécial. Dans l'histoire de la culture, la découverte du chiffre 0 restera à jamais l'une des plus grandes percées de l'humanité. Tobias Danzig, Number, the Language of Science.
Nombreux sont ceux qui pensent que Bitcoin n'est qu'une crypto-monnaie parmi des milliers d'autres, qui est aussi vrai que de considérer que 0 n'est qu'un chiffre parmi une série infinie de chiffres. En réalité, Bitcoin est spécial tout comme le 0. L'un et l'autre sont des inventions qui ont conduit à des découvertes qui ont fondamentalement remodelé la totalité de leur propre système. Pour Bitcoin, ce système, c'est la monnaie. Et pour le chiffre 0, il s'agit des mathématiques. La monnaie et les mathématiques étant les deux langages universels de l'humanité, Bitcoin et le chiffre 0 sont des constructions essentielles pour la civilisation. Durant la plus grande partie de son histoire, l'humanité ne possédait aucune notion du 0. La compréhension d'un tel concept ne nous est pas innée. Il a donc fallu inventer un symbole pour le représenter et l'enseigner sans relâche pour le transmettre de génération en génération. Le chiffre 0 est une notion abstraite qui n'est pas perceptible dans le monde physique. Personne ne part acheter 0 pomme. Pour mieux comprendre tout cela, nous allons emprunter un chemin sinueux qui parcourt plus de 4000 ans de l'histoire de l'humanité et qui a vu le chiffre 0 s'intégrer dans le socle empirique de la modernité. Les chiffres, qui sont les symboles des nombres, sont les plus grandes abstractions jamais inventées par l'humanité. Presque tout ce avec quoi nous interagissons est mieux appréhendé sous forme numérique, quantifiable. Les mathématiques, le langage des chiffres, trouvent leur origine dans le désir pratique de pouvoir compter les choses, qu'il s'agisse de la quantité de poissons pêchés chaque jour ou du nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune. De nombreuses civilisations anciennes ont mis au point des systèmes de numération rudimentaires. En l'an 2000 avant notre ère, les Babyloniens, qui n'étaient pas parvenus à conceptualiser le 0, employaient 2 symboles qu'ils agençaient dans des configurations différentes pour créer des chiffres uniques compris entre 1 et 60. Et là, on a une première illustration, une reproduction des 59 agencements de ces 2 symboles qui constituent la base de ce système de numération cunéiforme babylonien. Et on a la légende suivante, le cunéiforme babylonien était un système de numération assez inefficace. Notez combien de traits d'écriture sont nécessaires pour symboliser chaque nombre. Et le calcul à l'aide de ce système était encore plus fastidieux. Des vestiges du système cunéiforme babylonien en base 60 subsistent encore aujourd'hui. On compte 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure et 6 séries de 60 degrés dans un cercle. Mais ce système ancien ne comportait pas de 0, ce qui en limitait considérablement l'utilité. Les Grecs et les Mayas de l'Antiquité développèrent leur propre système de numération qui contenait chacun des conceptions approximatives du 0. Cependant, la première utilisation explicite et arithmétique du 0 provient des anciennes cultures indiennes et cambodgiennes. Elles créèrent un système de 9 symboles numériques et d'un petit point utilisé pour marquer l'absence d'un nombre, le 0 originel. Ce système de numération a ensuite évolué pour devenir celui que nous utilisons aujourd'hui. Là, l'auteur insère une photographie d'un manuscrit sur lequel on voit bien ce point qui vient symboliser l'absence d'un nombre. Et la légende indique le premier 0 écrit connu, tiré du manuscrit Bakhshali, dont certaines pages datent des 3e et 4e siècles de notre ère. Et puis, à la suite de cette photo du manuscrit, on a un autre cliché qui nous présente une stèle, plus exactement les inscriptions gravées sur une stèle, et la légende nous indique qu'il s'agit de l'inscription K127, gravée sur une stèle khmer ancienne, qui porte le plus ancien 0 connu à ce jour. Cette stèle est datée du 7e siècle et elle fut découverte au Cambodge au 19e siècle. Au 7e siècle, le mathématicien indien Brahmagupta développe des termes pour le 0 dans l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, bien qu'il rencontre quelques difficultés avec cette dernière opération, comme ce sera le cas pour les penseurs des siècles ultérieurs. À mesure que la discipline mathématique mûrit en Inde, elle est transmise par les réseaux commerciaux à l'est vers la Chine et à l'ouest au cœur des cultures islamiques et arabes.
C'est cette avancée occidentale du zéro qui a finalement conduit à la création du système de numération indo-arabe, le moyen de représentation symbolique des chiffres le plus répandu dans le monde aujourd'hui. On a ici un insert assez intéressant qui nous présente l'évolution des systèmes de numération à partir de leur origine, le système de numération Brahmi, qui va donner naissance au système de numération dit indien Gwalior, à partir duquel on va avoir d'une part le système sanskrit Devanagari, et puis d'autre part les deux systèmes de numération arabe, occidentale et orientale, qui sont à l'origine des systèmes que l'on connaît. Et donc là on retrouve des chiffres qui nous sont familiers dans les systèmes utilisés en Europe au XVe siècle et puis au XVIe siècle avec le système de numération de Dürer. L'économicisation des mathématiques. Lorsque le chiffre 0 atteint l'Europe environ 300 ans plus tard, pendant le haut Moyen-Âge, il se heurte à une forte résistance idéologique. Face à l'opposition des utilisateurs du système numéral romain bien établi, le 0 peine à gagner du terrain en Europe. À l'époque, les gens peuvent se passer du 0, mais ils sont à 1000 lieues de réaliser combien il est inefficace d'effectuer des calculs sans le 0. Une analogie pertinente s'impose ici. Dans les mathématiques que la monnaie sont possibles respectivement sans le 0 et Bitcoin, mais privés de ces éléments fondamentaux, ces deux systèmes s'avèrent terriblement inefficients. Notez combien il est difficile de faire de l'arithmétique en chiffres romains. Et là, dans un nouvel encart, Robert Breedlove nous invite à faire la somme 1233 plus 1104 en utilisant la numération romaine. Et on se rend compte très rapidement, visuellement, que cette simple addition est assez compliquée à effectuer dans ce système de numération. Le système de numération indo-arabe permet des calculs nettement plus simples qu'avec la numération romaine, et les systèmes économes en énergie tendent à l'emporter sur le long terme. Comme nous l'avons constaté lorsque la machine à vapeur a surclassé l'énergie d'origine animale, ou lorsque le capitalisme l'a emporté sur le socialisme. Autre point important à garder en mémoire pour plus tard concernant Bitcoin. L'exemple ci-dessus ne révèle que les difficultés associées à l'addition. La multiplication et la division étaient autrement plus laborieuses. Comme le décrit Amir Axel dans son livre Finding Zero, le système de numération indo-arabe a permis une immense économie d'écriture, étant donné que le même chiffre, par exemple 4, peut être utilisé pour se représenter lui-même, ou 40 lorsqu'il est suivi d'un 0, ou 404 lorsqu'il est écrit 404, ou 4000 lorsqu'il est écrit sous la forme d'un 4 suivi de 3 zéros. La puissance du système de numération indo-arabe est incomparable, car il représente les nombres de manière efficace et compacte, ce qui nous permet d'effectuer des calculs arithmétiques compliqués qui auraient été extrêmement difficiles auparavant. L'inefficacité de la numération romaine ne devait pas être tolérée beaucoup plus longtemps dans un monde qui s'enrichissait par le commerce. La prolifération des réseaux commerciaux et des gains de productivité incessants multipliaient les perspectives de création de richesses qui incitaient les marchands à être toujours plus compétitifs, à rechercher constamment comment gagner un nouvel avantage sur les autres. Le calcul et la tenue des registres avec un système de numération basé sur le 0 étaient qualitativement plus faciles, quantitativement plus rapides et occasionnaient moins d'erreurs. Malgré la résistance de l'Europe, ce nouveau système de numération ne pouvait tout simplement pas être ignoré. Une telle situation était amenée à se représenter plus tard pour Bitcoin, son lointain descendant. Le chiffre 0 était une idée imparable dont le temps était venu. Et puis cette partie s'achève sur cette citation de Victor Hugo « Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Fonction du 0. La première fonction du 0 est de servir de symbole dans notre système numérique. Par exemple, remarquez le 0 dans le nombre 1104 de l'équation ci-dessus. Il indique l'absence de valeur dans la dizaine.
Sans ce 0 symbolisant l'absence de cet ordre de grandeur dans 1104, le nombre ne pourrait pas être représenté sans ambiguïté. Sans le 0, s'agit-il de 1104 ou de 114 ? L'absence de 0 réduit la capacité d'un système numéral à maintenir la constance de sa signification à mesure qu'il évolue. L'inclusion du 0 permet aux autres chiffres d'acquérir une nouvelle signification en fonction de leur position par rapport à lui. Ainsi, le 0 nous permet d'effectuer des calculs avec moins d'efforts qu'il s'agisse de traits de plume dans un grand livre, de pression du doigt sur une calculatrice ou de gymnastique mentale. Le 0 est le symbole du vide qui peut être une qualité très utile, comme l'a dit Lao Tse. Nous façonnons l'argile pour en faire un pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui contient tout ce que nous voulons. Plus philosophiquement, le 0 est emblématique du vide, tel que le décrit Axel. Le vide est partout et il se déplace. Il peut représenter une vérité lorsque vous écrivez un nombre d'une certaine manière, pas de dizaines par exemple, et un autre type de vérité dans un autre cas, par exemple lorsque vous n'avez pas de milliers dans un nombre. On peut établir des analogies avec les fonctions de la monnaie. Le 0 est la réserve de valeur sur laquelle les chiffres d'ordre de grandeur supérieure peuvent s'échelonner. C'est la raison pour laquelle nous préférons toujours voir un autre 0 à la fin de notre compte en banque ou de notre solde en Bitcoin. De même qu'une réserve de valeur économique saine conduit à une augmentation de l'épargne, qui sous-tend l'investissement et les gains de productivité, une réserve de valeur mathématique saine nous donne un système numérique capable de contenir plus de sens dans moins d'espace et d'effectuer des calculs en moins de temps. Deux facteurs qui favorisent également la croissance de la productivité. Là où la monnaie est le moyen par lequel le capital transite continuellement en direction des lieux d'utilisation économique optimale, le 0 donne aux autres chiffres la possibilité d'être utilisés à plusieurs reprises avec des significations différentes, à des fins différentes. La deuxième fonction du 0 est d'être un nombre à part entière. C'est le point médian entre tout nombre positif et son équivalent négatif, comme plus 2 et moins 2. Avant l'apparition du concept de 0, les nombres négatifs n'étaient pas utilisés car la notion de rien en tant que nombre n'existait pas. Encore moins l'idée de moins que rien. Brahmagupta a inversé la ligne des nombres positifs pour créer des nombres négatifs et a placé le 0 au centre, complétant ainsi le système numérique que nous utilisons aujourd'hui. Bien que les nombres négatifs aient fait l'objet d'écrits antérieurs, notamment sous la dynastie Han en Chine, de 206 à 220 avant notre ère, leur utilisation n'a pas été officialisée avant Brahmagupta, car il fallait que le concept de 0 soit correctement défini et aligné. D'un point de vue visuel, les nombres négatifs sont comme le reflet des nombres positifs projetés à travers le 0. Et on a là une petite illustration, juste une droite graduée avec en son centre, en son point médian, la graduation 0, avec à droite les graduations de 1 à 9 et puis, par effet miroir, des graduations de -1 à -9 à gauche. Tout comme la monnaie qui est au cœur de tout système économique, le 0 est le centre de gravité de tout notre système de numération. Il est intéressant de noter que les nombres négatifs étaient à l'origine utilisés pour signifier les dettes, bien avant l'invention de la comptabilité en partie double, laquelle a opté pour les débits et les crédits, en partie pour éviter l'utilisation de nombres négatifs. Ainsi, le 0 est le moyen d'échange entre les domaines positifs et négatifs des nombres. Il n'est possible d'entrer ou de sortir de l'un ou l'autre de ces territoires qu'en passant par le 0. En allant sous 0 et en conceptualisant les nombres négatifs, de nombreuses constructions mathématiques nouvelles et inhabituelles, mais extrêmement utiles, voient le jour, notamment les nombres imaginaires, les nombres complexes, les fractales et les équations astrophysiques avancées. Tout comme la monnaie, ce moyen d'échange économique amène une accélération du commerce et de l'innovation, 0, ce moyen d'échange mathématique, améliore l'échange d'informations et stimule le développement des avancées civilisationnelles qui en découlent.
Et puis là, on a une magnifique illustration avec la légende suivante, l'ensemble de Mandelbrot, l'un des exemples de fractal les plus célèbres, une structure mathématique étonnante formée de nombres complexes qui modélisent la géométrie de la nature et sa complexité intrinsèque. L'un des exemples les plus connus de beauté mathématique, cette fractale présente une profondeur et une largeur infinie, ainsi qu'une autosimilarité non répétitive. Le zéro est une condition préalable à une telle modélisation fractale. La troisième fonction du zéro est de faciliter le calcul des fractions ou des rapports. Par exemple, les Égyptiens de l'Antiquité, dont le système de numération ne comportait pas de zéro, avaient une façon extrêmement laborieuse de traiter les fractions. Au lieu de considérer les 3/4 comme un rapport de 3 à 4, comme nous le faisons aujourd'hui, ils les considéraient comme la somme de 1/2 et 1/4. La grande majorité des fractions égyptiennes s'écrivaient sous la forme d'une somme de nombres comme 1 sur n, où n est le nombre à compter. Sans le zéro, de longues chaînes de fractions unitaires étaient nécessaires pour traiter des rapports plus importants et plus compliqués. Beaucoup d'entre nous se souviennent de la pénibilité de la conversion des fractions à l'école. Avec le zéro, nous pouvons facilement convertir les fractions sous forme décimale, comme 1/2 en 0,5, ce qui supprime la nécessité d'effectuer des conversions compliquées lorsqu'il s'agit de fractions. C'est la fonction unité de compte du zéro. Les prix exprimés en monnaie ne sont que des rapports d'échange convertis en décimales de prix libellés en monnaie. Au lieu de dire « cette maison coûte 11 voitures », nous disons « cette maison coûte 440 000 $, ce qui correspond au prix de 11 voitures de 40 000 $. L'argent nous permet de mieux gérer les rapports de change, de la même manière que le zéro nous permet de mieux gérer les rapports numériques. Les chiffres constituent le niveau ultime d'abstraction objective. Par exemple, le chiffre 3 représente l'idée de trio ou de trinité, une qualité qui peut être attribuée à tout ce qui se présente sous la forme d'un groupe de 3 dans l'univers. De même, le chiffre 9 représente la qualité, l'état du 9 partagé par tout ce qui est composé de 9 parties. Les chiffres et les mathématiques ont grandement favorisé l'échange interpersonnel de connaissances qui peuvent être incarnés par des biens ou des services, car les gens peuvent communiquer sur presque tout dans le langage commun du calcul. La monnaie n'est donc que la mesure mathématisée du capital disponible sur le marché. C'est le plus petit dénominateur commun de tous les biens économiques et c'est nécessairement l'actif le plus liquide dont l'offre est la moins sujette à changement. Elle est utilisée comme système de mesure pour les valorisations constamment changeantes du capital. C'est la raison pour laquelle l'or est devenu la monnaie. C'est le métal monétaire dont l'offre est la plus difficile à modifier. Les rapports entre la monnaie et le capital, en d'autres termes les prix, sont parmi les plus importants au monde et les rapports sont un élément fondamental de l'être. Je cite, « Au commencement était le rapport, et le rapport était avec Dieu, et le rapport était Dieu. » Jean 1:1. Donc là, on a une petite note, une petite annotation qui nous indique que c'est une traduction plus rationnelle de l'évangile selon saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. Le mot grec pour ratio était logos, qui est aussi le terme pour verbe, parole. La capacité à manipuler les ratios plus efficacement a directement participé au développement de la rationalité chez l'homme. Ce mode de pensée, basé sur la logique, à l'origine de grands mouvements sociaux tels que la Renaissance, la Réforme et le siècle des Lumières. Pour bien comprendre l'étrange logique du zéro, il faut partir de son point d'origine, la philosophie qu'il a vu naître. Philosophie du zéro. Au premier âge des divinités, l'existence naquit de la non-existence, le Rig Veda. Le zéro est né de l'étrange logique de l'Orient ancien. Il est intéressant de noter que le Bouddha lui-même était un mathématicien reconnu. Les premiers livres le concernant, comme le Lalita Vistara, le disent excellent en calcul.
une compétence qu'il utilise pour courtiser une certaine princesse. Dans le bouddhisme, le caractère logique du monde phénoménologique est plus complexe que le vrai ou le faux. Je cite, « Tout est soit vrai, soit faux, ou à la fois vrai et faux, ou ni vrai ni faux. Tel est l'enseignement du Seigneur Bouddha. » C'est le tétralemme, ou les 4 coins du Catuskoti, les 4 valeurs de vérité possibles pour une proposition. La clé pour comprendre l'apparente étrangeté de cette ancienne logique orientale est le concept du shunya, un mot hindi qui signifie zéro. Il est dérivé du concept philosophique bouddhiste de sunyata. Le but ultime de la méditation est d'atteindre l'éveil ou un état idéal de nirvana qui revient à se vider complètement de toute pensée, de tout désir et de tout attachement au monde. La réalisation de ce vide absolu est l'état d'être dans le shunyata, un concept philosophique intimement lié au vide, comme le décrit l'écrivain bouddhiste Thich Nhat Hanh. La première porte de la libération est la vacuité, shunyata. La vacuité signifie toujours être vide de quelque chose. La vacuité est la voie du milieu entre l'existant et le non-existant. La réalité dépasse les notions d'être et de non-être. La véritable vacuité est appelée être merveilleux parce qu'elle va au-delà de l'existence et de la non-existence. La concentration sur la vacuité est un moyen de rester en contact avec la vie telle qu'elle est, mais il faut la pratiquer et ne pas se contenter d'en parler. L'expérience méditative du vide est encore décrite par un moine bouddhiste de l'ancien temple de Watts, en Asie du Sud-Est. Lorsque nous méditons, nous comptons. Nous fermons les yeux et nous ne sommes conscients que de l'endroit où nous nous trouvons dans le moment présent et de rien d'autre. Nous comptons l'inspiration, 1, et l'expiration, 2, et nous comptons ainsi. Lorsque nous arrêtons de compter, c'est le vide, le chiffre 0, la vacuité. La méditation permet de faire l'expérience directe du vide. Dans un véritable état méditatif, le shunyata et le chiffre 0 ne font qu'un. Le vide est le conduit entre l'existence et la non-existence, tout comme le 0 est la porte entre les nombres positifs et négatifs, chacun étant le reflet parfait de l'autre. Le 0 a vu le jour dans l'Orient ancien, incarnant le concept profondément philosophique et expérimental de vide absolu. Empiriquement, nous savons désormais que la méditation est bénéfique pour le cerveau à bien des égards. Il semble également que sa contribution à la découverte du 0 ait aidé à forger une idée qui profiterait à jamais à l'intelligence de l'humanité, une sorte de mise à jour logicielle de notre esprit collectif. Bien que sa découverte provienne d'un état spirituel, le 0 est un concept profondément pratique. La meilleure façon de le comprendre est sans doute de le considérer comme un produit de la fusion de la philosophie et du pragmatisme. En traversant 0 pour entrer dans le territoire des nombres négatifs, nous rencontrons les nombres imaginaires dont l'unité de base est la racine carrée de -1, que l'on désigne par la lettre I. Le nombre I est paradoxal. Considérez l'équation plus ou moins x au carré plus 1 égale 0. Les seules réponses possibles sont la racine carrée positive de -1, I, et la racine carrée négative de -1, -i ou i au cube. Si l'on passe à une dimension supérieure, l'équation plus ou moins x au cube plus 1 égale 0 donne comme réponse possible plus 1 ou -1. Ces réponses continuent d'alterner entre les domaines réels et imaginaires au fur et à mesure que leurs formules sous-jacentes s'exponentialisent. En les visualisant dans les domaines réels et imaginaires, nous trouvons un axe de rotation centré sur 0 avec des orientations qui rappellent le tétralemme. Un vrai, 1, un faux, I,
un à la fois vrai et faux, moins 1 ou i au carré, et un ni vrai ni faux, moins i ou i au cube. On a ensuite une figure mathématique qui vient illustrer ce propos avec cette légende, le 0 est le point d'appui entre les plans des nombres réels et imaginaires. Le passage du 0 au royaume des nombres négatifs et imaginaires offre une forme de logique plus continue que la logique discrète du ou bien, communément attribuée à Aristote et ses disciples. On a là un cadre moins noir et blanc que le système logique binaire d'Aristote, basé sur le vrai ou le faux, et on a accès à des nombreux niveaux de logique, une carte plus précise des nombreuses nuances de gris que l'on trouve dans la nature. La logique de continuité s'insinue partout dans le monde. Par exemple, quelqu'un va dire « elle n'était pas inintéressante », ce qui signifie que l'intérêt qu'elle suscitait était ambivalent, quelque part entre intéressant et inintéressant. Cette perspective est souvent plus réaliste qu'une évaluation binaire de l'intérêt ou de l'absence d'intérêt. Il est important de noter que le 0 nous a apporté le concept d'infini, remarquablement absent de l'esprit des logiciens grecs de l'Antiquité. Les rotations autour de 0, à travers les axes des nombres réels et imaginaires, peuvent être mathématiquement mises à l'échelle dans un modèle tridimensionnel appelé la sphère de Riemann. Dans cette structure, le 0 et l'infini sont des reflets géométriques l'un de l'autre et peuvent se transposer en un éclair de permutation mathématique. Toujours au pôle opposé de cette interprétation mathématique tridimensionnelle du tétralemme, nous trouvons le jumeau du 0, l'infini. Donc on a une représentation graphique de cette fameuse sphère de Riemann avec cette légende. En passant du plan des nombres réels et imaginaires à la troisième dimension, nous découvrons le jumeau du 0, l'infini. Les polarités jumelles du 0 et de l'infini s'apparentent au yin et au yang, comme le décrit Charles Seifer, auteur de 0, la biographie d'une idée dangereuse. Je cite, « Le 0 et l'infini se sont toujours ressemblés de manière suspecte. Multipliez 0 par n'importe quoi et vous obtenez 0. Multipliez l'infini par n'importe quoi et vous obtenez l'infini. En divisant un nombre par 0, on obtient l'infini. Et en divisant un nombre par l'infini, on obtient 0. L'ajout de 0 à un nombre le laisse inchangé. L'ajout d'un nombre à l'infini laisse l'infini inchangé. » Dans la philosophie orientale, la parenté du 0 et de l'infini était logique. Ce n'est que dans un état de néant absolu que les possibilités deviennent infinies. La logique bouddhiste soutient que tout est entrelacé en permanence. Un vaste réseau causal dans lequel tout est inexorablement lié, de sorte qu'aucune chose ne puisse vraiment être considérée comme indépendante, comme ayant sa propre essence isolée et non interdépendante. Dans cette optique, l'interrelation est la seule source de justification. Fondamentale dans leur enseignement, cette vérité est ce que les bouddhistes appellent le principe d'origine interdépendante, c'est-à-dire que toutes les choses dépendent les unes des autres. La seule exception à cette vérité est le nirvana, la libération des cycles sans fin de la réincarnation. Dans le bouddhisme, le seul chemin vers le nirvana passe par la vacuité pure. Donc là, on a une belle illustration du Bouddha atteignant le nirvana, accompagné de la légende suivante. Le nirvana, le but spirituel ultime du bouddhisme, est atteint en pénétrant dans le vide par la méditation. C'est là que le 0 a été découvert. L'ancien texte bouddhiste affirme que le véritable absolu et la véritable liberté doivent être le néant. De ce point de vue, l'invention du 0 est unique. Elle peut être considérée comme la découverte du néant absolu, une qualité latente de la réalité qui n'était pas présupposée jusqu'alors dans la philosophie ou les systèmes de connaissances comme les mathématiques. Sa découverte s'est révélée être une force émancipatrice pour l'humanité, dans la mesure où le 0 est à la base de la réalité mathématisée et logicielle que nous connaissons aujourd'hui.
Le zéro fut une libération découverte au plus profond de la méditation. Un vestige de vérité déniché tout près du nirvana, ce lieu où l'on rencontre une conscience universelle, illimitée, infinie, le royaume de Dieu en nous. Pour les bouddhistes, le zéro était un murmure de l'univers, du dharma, de Dieu. Les mots nous font toujours défaut dans le domaine du divin. Paradoxalement, le zéro allait faire voler en éclats l'institution qui avait bâti sa structure de pouvoir en monopolisant l'accès à Dieu. En prenant pied dans le vide, l'humanité fit la découverte du substrat le plus profond et le plus solide sur lequel fonder la société moderne. Le chiffre 0 s'avéra être un élément absolument essentiel de l'infrastructure qui permit l'interconnexion du monde par les réseaux de télécommunications et qui inaugura l'étalon or et l'ère numérique, les deux principaux inducteurs de Bitcoin, de nombreuses années plus tard. Ouvrir une voie vers l'avenir. Les concepts jumeaux de l'infini et du zéro allaient déclencher la Renaissance, la Réforme et le siècle des Lumières, autant de mouvements qui ont érodé le pouvoir de l'Église catholique, alors institution dominante dans le monde, et préparé le terrain pour l'État-nation industrialisé. Voilà, on s'arrête là pour cette première partie. J'espère qu'il te plaît cet essai. Tu vois, Bitcoin, pour moi, c'est certes avant tout une prouesse technologique, c'est aussi bien sûr un radeau de sauvetage absolument providentiel en cette période de crise et de naufrage annoncé. Et puis ouais, c'est une source d'espoir énorme pour l'avenir de nos sociétés. Mais chaque jour, c'est aussi un chemin vers la connaissance et la possibilité d'étudier des sujets vers lesquels je me serais sans doute jamais tourné. Donc c'est une chance que je me donne de m'ouvrir à de nouvelles compréhensions, souvent en revisitant un petit peu l'histoire et donc en recréant du lien avec ces générations qui nous ont précédés. Alors, ici, je vais pas m'éterniser dans mes réflexions, d'une part parce que ce premier extrait est déjà assez riche, assez touffu, t'as déjà sans doute la tête bien remplie, mais la vraie raison, c'est que plus je parle là, et puis plus je risque de dire des conneries en fait. D'une part, je suis pas moine bouddhiste et j'ai somme toute une expérience assez limitée de la vacuité en tant qu'état de conscience avancé. Et d'autre part, j'ai beau avoir fait des études d'ingénieur, j'ai jamais été vraiment une star en maths, et donc je vais rien te raconter sur les chiffres imaginaires et sur la sphère de Riemann. Cela dit, j'ai pigé 2-3 trucs et j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir revisiter les systèmes de numération, leur évolution, leur transmission, leur mise en concurrence aussi, les gains de sens et de productivité phénoménaux associés à l'utilisation du zéro, la possibilité que ce chiffre offre d'aller chercher dans l'univers visible et invisible des dimensions qui permettent de mieux comprendre le vivant, les mystères de l'univers. Il y a cet ensemble de Mandelbrot qui m'avait vraiment fasciné. À cette époque, je m'intéressais de près aux travaux du physicien David Bohm, à sa théorie de l'ordre implicite et à ses conversations avec le sage Jiddu Krishnamurti. Je trouve ça tellement beau qu'à une époque, j'en ai mis des vidéos de cet ensemble de Mandelbrot, j'en ai mis des vidéos sur une clé USB que je passais en boucle aux enfants. Alors, ces vidéos, si tu connais pas, faut que tu vois ça. J'en ai mis une de vidéo sur la page de l'article sur le site. Concernant la transposition des fonctions de la monnaie sur le zéro, je peux pas dire que j'ai complètement tout compris. Ça a l'air de bien marcher, mais il va me falloir lire tout ça encore 2-3 fois avant de bien pouvoir tout intégrer. En revanche, je trouve cela absolument fascinant de se rappeler à quel point les découvertes, et les découvertes importantes notamment, font appel à une intelligence profonde, sans doute en partie impersonnelle, accessible dans un état de conscience trans ou post-rationnel. C'est-à-dire que ces découvertes, elles se font dans des états méditatifs, où le sens des idées peut être capté à mesure qu'elles émergent avant même qu'elles soient figées dans un langage réducteur. Et pour faire de telles découvertes, de tels sauts de conscience pour l'humanité, c'est là qu'il faut aller chercher. Il faut, bien sûr, comme c'est le cas pour tous les scientifiques, les artistes, les créatifs géniaux, disposer des outils cognitifs, des savoirs et des habilités affûtées
pour transposer dans le langage mathématique entre autres, ou transposer dans la matière ces réalisations, ces nouveaux insights saisis aux frontières du conscient. Mais c'est bien là-bas, très loin, et en même temps si près que se sont faites les grandes découvertes. Les moines, un matheux dans le cas présent, les génies polymathes capables de laisser errer leur esprit, les philosophes, les chamans, les psychologues et autres explorateurs des profondeurs de la conscience ont clairement joué un rôle gigantesque dans le développement de nos savoirs et de notre sagesse. Je pense d'ailleurs que cette communauté de cypherpunks qui à tâtons a trouvé la voie vers la solution au Bitcoin, je pense que ces gens-là avaient une capacité remarquable à se projeter dans l'espace et dans le temps, sans doute un peu à la manière des auteurs de science-fiction, de partir, de plonger et de revenir chargés d'inspiration, de vision et de conviction sur les dynamiques technologiques, politiques et sociétales à l'œuvre en profondeur. Je pense que ce groupe nourrissait des réflexions très avancées sur les ressorts de la conscience individuelle et collective, sur l'évolution et l'avenir du rapport et de l'interface homme-technologie, bien au-delà de considérations, je dirais, purement mécaniques ou opérationnelles. Des gens totalement imprégnés de ce type de compréhension et bien au fait de l'émergence et de la cristallisation des risques venant menacer notre liberté, notre souveraineté, et donc de l'urgence d'aboutir à une solution nécessairement géniale, impliquant un saut au-delà du cadre connu, qui, à l'instar du chiffre 0, précipite un changement de paradigme majeur. Voilà, j'ai peut-être raconté pas mal de conneries quand même. Difficile de m'en empêcher. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, passionnante aussi de cet essai de Breedlove. D'ici là, tweet, like, retweet, partage ce podcast autour de toi. Je te remercie pour ton attention et ton soutien. Passe une bonne semaine et puis à très bientôt. Ciao.